Merci, Monsieur le maire, chers collègues. Le début d'année est traditionnellement marqué par les vœux, l'occasion de rencontres avec nos partenaires, le monde économique, culturel et associatif, et plus généralement les forces vives et citoyennes de notre ville. Il est un moment propice aux projets, aux ambitions partagées que nous nous souhaitons pour l'année qui s'ouvre. Aussi, je tiens à vous présenter, au nom du groupe socialiste, nos meilleurs vœux pour une belle et heureuse année à vous et vos proches. Une année riche d'engagement au service des Lyonnaises et des Lyonnais. Au plan national, janvier 2024 aura été l'occasion d'un nouveau gouvernement après les quelques mois d'exercice de Madame Borne. Je dis quelques mois car après le gouvernement de Madame Cresson, qui fut lui encore plus court, on peut légitimement s'interroger sur le sort des femmes à Matignon et plus généralement celui des femmes en politique. Mais je ferme cette parenthèse. Un nouveau gouvernement donc, dont la composition vient rappeler à ceux qui en doutaient encore la couleur politique de la majorité présidentielle. Il est venu réaffirmer la réalité du macronisme, ou plutôt du sarkozysme. Mais après la réforme des retraites, celle de l'assurance chômage ou la récente loi sur l'immigration, plus personne ne pourra nous convaincre du contraire. Alors dans ce climat, je me demande comment démarrer l'année. En effet, je me demande comment souhaiter une heureuse année aux 110 000 ménages qui risquent de se retrouver dans une situation de grande pauvreté en raison des mesures injustes inscrites dans la loi Asile et Immigration. Ces hommes et ces femmes qui travaillent, cotisent, vivent dans ce pays sans y être nés. Comment souhaiter une belle année aux foyers qui ont entendu, la boule au ventre, Bruno Le Maire annoncer dimanche, en pleine vague de froid, l'augmentation du prix de l'électricité au 1er février et qui devront ainsi arrêter de se chauffer. Comment présenter ses meilleurs vœux à celles et ceux qui vont subir au mois de mars prochain le doublement de la franchise médicale alors qu'ils comptent à 50 centimes près leurs courses au supermarché. Cette situation est insoutenable. Il est temps d'y mettre fin en prenant la mesure de la situation sociale dramatique que traverse notre pays. Emmaüs, le Secours catholique, Oxfam, mais aussi l'INSEE dernièrement, soulignent ce paradoxe insupportable. Dans une société qui produit des richesses chaque année plus nombreuses, les inégalités se creusent. La valeur produite est capturée par quelques-uns, tandis que la précarité gagne du terrain. Les difficultés de nos concitoyens à se nourrir, se loger, se chauffer sont croissantes. Elles le sont davantage encore pour ceux qui se retrouvent devant les bureaux de poste, quand il y a encore un bureau de poste, ce qui n'est plus le cas dans le quartier de Mermoz par exemple. Celles et ceux donc qui, chaque premier du mois, sont tentés jusqu'au 15 par la question de savoir comment ils vont faire manger leurs enfants jusqu'au 31. Il nous faut endiguer le déclassement qui touche les classes moyennes avant qu'une vague de précarité ne conduise à une submersion de notre modèle social. Et Lyon n'y échappe pas. Mais dans cette ambiance morose, pour se divertir et faire rire le peuple, le président Macron nous envoie ses ministres. Dati, Oudéa Castéra, Vautrin, Dupond-Moretti. Et là, c'est vrai que l'on ne sait par où commencer. Aussi, je voudrais adresser un vœu aux acteurs de la culture, compte tenu de toutes ces difficultés qu'ils vont sûrement rencontrer avec leurs ministres, et leur dire qu'à Lyon, ils pourront compter sur notre adjointe pour être à leur côté. J'adresse également un vœu aux acteurs publics du monde éducatif, leur dire qu'ils se rassurent, pas d'absentéisme à Lyon. Nous non plus, nous ne compterons pas nos heures pour les aider à assurer leur mission d'éducation, socle de la promesse républicaine, de l'égalité réelle, de l'insertion sociale et professionnelle de chacun. J'insiste, tant notre nouvelle ministre, pour combien de jours encore, ne nous convaincra plus, elle non plus. Elle donne chaque jour un peu plus, avec une opiniâtreté qu'il faut bien lui reconnaître, son regard, son jugement et ses préférences sur l'école privée et l'école publique. Ceux-ci sont clivants et dévastateurs. Beaucoup ont perdu cette confiance en la capacité de l'État à nous sortir d'une condition d'existence insatisfaisante, à transformer la société dans laquelle nous vivons. Et cela est insoutenable. Insoutenable car on sait pourtant que nous sommes nombreuses et nombreux à nous mobiliser au quotidien pour donner à chacun les moyens d'une vie digne. De la dignité dont n'a pas su faire preuve la ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités, qui, depuis qu'elle a été nommée en plein hiver par des températures négatives, n'a pas eu un mot pour les personnes sans abri, pour les 3000 enfants qui dorment dehors. Pas un mot sur l'hébergement d'urgence de la part d'un gouvernement, il est vrai, sans ministre du Logement. À quelques jours des 70 ans de l'appel de l'abbé Pierre à l'hiver 54, quel mépris pour tous ceux qui souffrent, quel mépris pour ceux qui sont contraints de dormir dehors. Quel mépris pour les acteurs associatifs, les citoyens qui se mobilisent sans cesse
pour pallier l'inaction de l'État. Et puis, c'est cette même ministre, un temps pressenti pour Matignon, mais finalement débarquée à la dernière minute en raison de son opposition au mariage pour tous. Ce n'est pas la seule dans ce gouvernement. Gérald Darmanin avait lui-même assuré avec force qu'en tant que maire, il ne célébrerait jamais l'union d'un couple de même sexe. Dati, sur la même ligne, parlait de fracturation de la société. Autant dire que l'apparente annonce progressiste d'un Premier ministre gay est quelque peu ternie quand une bonne partie de son gouvernement s'est opposée à ce progrès, certains avec une grande virulence. Enfin, on peut s'estimer heureux qu'aucun d'eux n'ait été nommé ministre de la Famille, mais avec ce gouvernement, le pire n'est jamais certain. Quelle indignité toujours que cette adoption de la loi sur l'immigration, inspirée du programme historique de l'extrême droite. Le gouvernement avait fixé des lignes rouges, elles ont toutes été allègrement transgressées. Et oui, la liste est longue des renoncements à nos valeurs. Toutes ces politiques, justifiées par l'obsession austéritaire, la suspicion à l'égard de la figure du pauvre ou la paranoïa xénophobe, n'ont d'autres effets que de nourrir la pauvreté et de faire basculer toujours plus de nos concitoyens dans ses bras. On dit qu'il faut 7 générations pour sortir de la pauvreté. À ceux qui nous succéderont, en plus d'une dette écologique qu'ils ne pourront jamais rembourser à la planète, laisserons-nous cet héritage d'une France repliée sur elle-même ? Je fais donc le vœu que le Conseil constitutionnel abroge aujourd'hui même cette notion de préférence nationale, qui n'est pas la France et encore moins son histoire universaliste. Et si nous pouvions croire qu'avec le vote de cette loi, que les positions intolérables de ce gouvernement avaient atteint leur paroxysme, il n'en est rien. Comment ne pas évoquer une actualité passée sous les radars ? L'opposition d'Emmanuel Macron à l'initiative européenne permettant d'uniformiser au niveau de l'Union la définition du viol. En effet, le président français en a décidé autrement. Pour un pro-européen qui a fait le droit des femmes la priorité de son mandat, la décision a de quoi surprendre. En France, celles et ceux qui connaissent bien le sujet le savent. La définition juridique du viol, comme une atteinte sexuelle avec pénétration commise sans consentement de la victime, pose encore de nombreuses questions. Je crois fermement que nous devons militer dans le sens d'une approche basée sur le consentement affirmatif, où le consentement doit être clair, explicite et positif, plutôt que simplement présumé par une absence de résistance. Heureusement, les élus du groupe Alliance progressiste des socialistes et des démocrates continuent de se battre pour faire passer ce texte. Car oui, se mobiliser pour le droit et la protection des femmes, ce n'est pas que le 8 mars. C'est une affaire quotidienne et c'est une affaire politique. De la même manière, je fais le vœu que soit inscrit dans la Constitution l'interruption volontaire de grossesse. Contrairement au président du Sénat, nous ne parlons pas ici de catalogue de droits sociaux et sociétaux, mais bien d'un droit fondamental qui mérite d'être inscrit et garanti par notre Constitution. Ne laissons pas la droite conservatrice gouverner notre pays. Oui, c'est une affaire quotidienne, parce que les violences, elles aussi, sont quotidiennes. Pour cela, notre mobilisation est constante, avec prochainement le déploiement par le CCAS de Lyon de boutons d'alerte connectés et invisibles Mon Shérif à destination des femmes victimes de violences. Car oui, nous devons mettre en œuvre l'ensemble des moyens pour protéger les femmes et ne pas compter les mortes. Une initiative régionale, comme quoi vous pourrez noter, Monsieur Oliver, que quand les projets ont du sens, et même s'ils viennent de la région, nous y souscrivons. Ce n'est donc plus la peine de nous proposer des caméras de vidéosurveillance ou des uniformes, mais bien des mesures qui protègent réellement. Car la réalité est là. 102 féminicides en 2023 et déjà 10 femmes décédées sous les coups de leurs compagnons ou anciens compagnons en 2024. Cette réalité que nous vivons nous oblige. Elle est indigne d'un pays comme le nôtre. Chères Lyonnaises et chers Lyonnais, vous pouvez compter sur la détermination des élus socialistes à rester plus que jamais mobilisés sur l'ensemble de ces questions. En 2024, nous continuerons à combattre l'antisémitisme, le racisme, la xénophobie et les inégalités. Nous saluons à cette occasion la mémoire de Claude Bloch, tant il a marqué notre histoire et fait vivre à travers sa mémoire, ses témoignages, cette douloureuse période de notre histoire. Il a su la transmettre aux enfants de notre ville. Pour nous, socialistes au sein de cette majorité, les choix sont clairs. Universalisme républicain, justice sociale et écologique, égalité réelle et transition démocratique. Vous l'aurez compris, je fais le vœu pour Lyon, que nous continuions notre action au service des Lyonnaises et des Lyonnais. Un service public de qualité, renforcé, des mesures salariales et sociales en faveur de nos agents, un congé paternité envié et regardé au-delà de nos arrondissements,
une école publique de qualité, une ville des enfants, des cours d'école végétalisés, des abords d'école apaisés, des assiettes vertes reconnues et appréciées pour nos jeunes écoliers, des quartiers où l'on peut bien vieillir, une accessibilité renforcée, des engagements pour soutenir les initiatives culturelles, la créativité, ces actions qui dynamisent les contenus culturels dans nos territoires, qui favorisent les utopies, et bien sûr un engagement sans faille pour garantir l'accès aux droits fondamentaux, prévenir les inégalités, mener des actions en faveur des plus démunis et protéger ceux que le contexte social fragilise. Pour 2024, je souhaite aux Lyonnaises et aux Lyonnais sur ces projets une pleine réussite et le succès nécessaire que mérite notre ville. Chères Lyonnaises et chers Lyonnais, vous savez compter sur nous pour continuer à travailler collectivement dans nos rôles respectifs, à porter une voix commune et à peser ensemble dans les choix des politiques publiques des années à venir. Je vous remercie. Merci Madame Runel. Pour le groupe Lyon en commun, Monsieur Chevalier, vous avez la parole pour 10 minutes. Merci.